à tous, c'est Axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le Huawei Mate 9. Mieux vaut tard que jamais, c'est un smartphone que j'avais pas pu prendre en main lors de son annonce. Je l'ai enfin récupéré, j'ai un avis à vous donner, on y va. Le Mate 9 c'est un produit qui tourne sur Android Nougat avec une version d'Emotion UI qui est la 5.0. Un écran de 5.9 pouces en Full HD, IPS LCD, protégé par Gorilla Glass 3. Un chipset iSilicon Kirin 960, c'est de l'octa-core, 64 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM. Au niveau de l'appareil photo, on a du 20 mégapixels et du 12 avec, vous savez, ce système avec les cas, on en reparlera un peu plus tard bien sûr. Frontal 8 mégapixels et une batterie de 4000 mAh. C'est un produit qui coûtait 699 € quand il a été annoncé. Maintenant, si vous regardez un peu sur internet, vous l'avez plutôt autour de 650. Je vous mettrai comme d'habitude un lien dans la description si vous voulez l'acheter. Bon, on va commencer par le design de cet appareil. Concrètement, vous prenez un Mate 8, vous faites quelques ajustements et vous avez le Mate 9, plus ou moins. Les ajustements en question, c'est quelques millimètres de moins sur les côtés, donc c'est un appareil qui est un peu moins large, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça reste un grand terminal au global. On a également la seconde optique à l'arrière, quelque chose qu'on n'avait pas sur le Mate 8, et également un focus au laser. Donc sur l'esprit, on retrouve de l'aluminium, du verre, des chanfreins, le scanner d'empreinte digitale à l'arrière qui est rond, les haut-parleurs en dessous. Alors là, pour le coup, il y a un seul haut-parleur, c'est celui qui est à droite, et on est en USB de type C en dessous. À l'avant, on a l'appareil photo, la LED de notification, la sortie audio qui fait aussi office de haut-parleur, on en reparlera un peu après. Sur le haut, on a un jack 3.5 mm et la diode infrarouge. À droite, le bouton on-off verrouillé déverrouillé, celui dédié également au volume. Et à l'opposé, on a le petit tiroir dans lequel vous pouvez mettre alors à la fois une SIM, une micro SD ou bien remplacer la micro SD par une nano SIM pour avoir du dual SIM. C'est un terminal qui est compatible 4G, mais attention, vous ne pouvez pas avoir la 4G en dual SIM sur chacune des SIM. Et d'ailleurs, ce système dual SIM, il n'est pas sur les deux versions des terminaux. Il y en a un, c'est le L29, l'autre, je ne sais plus ce que c'est, mais en tout cas, le L29, c'est celui qui a ce système potentiel dual SIM. Bon, côté autonomie, on a quand même affaire à un grand terminal. Il reste haut, il reste large, même si ça a été optimisé. Les boutons sur la droite sont accessibles, fonctionnent bien, ils font un petit clic qui confirme bien leur utilisation. À une main, c'est impossible de l'utiliser concrètement, mais vous avez un mode une main, vous défilez votre doigt sur les boutons tactiles et ça va réduire l'interface, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. On a ce scanner d'empreinte digitale qui est à l'arrière. Moi, je trouve que, étant donné la hauteur du produit, il est un petit peu haut. Donc c'est un petit peu compliqué d'aller le chercher, mais avec de l'habitude, ça devrait aller. Si on parlait un petit peu de l'écran et du son. Au niveau de l'affichage, on est en 5.9 pouces IPS LCD, Full HD. Contrairement à pas mal de ses concurrents haut de gamme, Huawei a décidé de partir sur du Full HD sur un affichage de quasiment 6 pouces. Ça peut paraître risqué, mais on va en reparler un peu plus tard, ça l'est pas réellement. On a un petit peu moins de 400 ppi et au final la finesse est quand même pas si mauvaise que ça. Au niveau du rendu de l'affichage, moi j'ai trouvé qu'il était un petit peu jaune de base, mais ça vous pouvez le régler la température dans les paramètres. Les noirs sont légèrement grisés quand vous êtes en luminosité max, ça c'est assez classique. Et de base, il est capable d'être très lumineux, ça c'est plutôt intéressant, notamment en extérieur. Vous avez un mode confort des yeux qui va atténuer la lumière bleue en mettant une sorte de filtre jaune. C'est devenu un petit classique, ça dans les affichages, et c'est bien de le retrouver là en accès rapide. Les angles de vue sont bons. Comme je disais, la finesse, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est suffisante. Et dernier point, comme les bordures sont fines, et bien quand vous utilisez l'appareil, c'est plutôt esthétique, c'est sympa. Alors côté haut-parleur, il y a eu des changements par rapport au Mate 8. En gros, en haut, vous avez la sortie audio classique, mais elle fait également haut-parleur. Et en bas, vous avez le haut-parleur, on va dire classique, qui était seul normalement, enfin en tout cas sur la version précédente. Ce qui va changer sur le Mate 9, c'est que celui du bas va s'occuper d'un petit peu de tout, et surtout des graves, mais c'est un peu plus polyvalent. Celui du haut, par contre, va s'occuper des sons un peu plus aigus. Sur le principe, c'est sympa, ça permet de donner de la profondeur au son. Également, quand vous basculez en mode paysage, vous pouvez avoir un mode spécifique qui passe en stéréo, et ça vous le ressentez, c'est pas inintéressant. Le problème, c'est que si vous voulez, j'ai l'impression que le composant de la sortie audio supérieure est pas le même que celui du bas.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça sature un petit peu. Et le volume est peut-être un poil plus élevé. Et ça fait qu'au final, il y a un déséquilibre. Et donc, quand vous écoutez de la musique, celui du haut va être un petit peu plus audible. En plus, en saturant un poil. Et ça gâche un petit peu cet effet qui était supposé être sympa. Alors, ça pourrait être réglé via une mise à jour, j'imagine. Mais dans l'état, j'ai trouvé que l'idée était bonne. Mais l'exécution était vraiment presque loupée, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder Nougat et Emotion UI 5.0 sur ce Mate 9. Concrètement, vous avez assez peu de changements par rapport au Mate 8. Certes, vous avez Nougat et on parlera de quelques éléments que vous allez pouvoir trouver sur ce produit. Mais en parallèle de ça, la surcouche visuellement n'a pas beaucoup changé. Un élément intéressant, c'est que Huawei permet maintenant d'activer un menu des applications, un tiroir des applications, quelque chose qui n'existait pas chez Huawei dans Emotion UI depuis un certain temps. C'était volontaire et là ils ont décidé de le réintégrer, donc c'est un peu particulier, mais pourquoi pas, ça peut être pratique si c'est quelque chose qui vous manquait. On n'a pas de double tap à proprement parler pour déverrouiller rapidement le terminal, mais on peut utiliser le scanner d'empreinte digitale derrière et il est vraiment réactif, ça c'est plutôt agréable. Comme je disais au niveau de l'affichage, on a un mode confort des yeux, donc ça c'est disponible dans le panneau de notification qui a d'ailleurs été modifié, en plus avec le nouveau système de Nougat qui regroupe par application les notifications. Et celui-ci a été vraiment légèrement modifié, il fonctionne bien, il est assez clair, il y a pas mal d'options que vous pouvez personnalisées qui sont dans le haut du panneau. Les touches de manipulation de l'interface sont tactiles, ça vous l'avez remarqué, et ça vous pouvez les changer. Alors changer, c'est pas des grosses personnalisations, mais vous avez dans les paramètres la possibilité de modifier l'ordre dans lequel sont présentées ces touches. Si vous aimez pas l'avoir précédent tout à fait à gauche, vous pouvez le mettre à droite, etc. Petite fonction qui peut s'avérer pratique pour les personnes qui aiment faire des démos de ce qui se passe sur leur smartphone. Vous avez une option capture vidéo d'écran qui va, comme son nom l'indique, capturer la vidéo, capturer ce qui se passe sur votre écran. Et ça marche assez bien, c'est facile à lancer, donc ça c'est plutôt sympa. Et c'est relativement fluide. Espérez quand même pas faire des vidéos de gameplay de jeux sur mobile avec ça, c'est pas non plus fait pour ça. Mais globalement, ça marche assez bien si vous voulez montrer une application ou comment utiliser telle ou telle fonction. Comme je vous le disais, on a un scanner d'empreinte digitale qui est à l'arrière du produit, qui est pas forcément facile à aller chercher parce que le terminal est haut, mais une fois qu'on est habitué, c'est pas trop mal. Alors il sert à faire quoi? Il sert à déverrouiller le terminal de manière sécurisée, et en plus ça se fait rapidement, donc ça c'est plutôt bien, mais il y a d'autres possibilités également. Vous avez un mode coffre-fort dans lequel en fait vous pouvez mettre des fichiers, par exemple des photos, des vidéos, des documents, vous les mettez dans ce coffre-fort et en fait il s'affiche uniquement si vous avez, si c'est vous le propriétaire qui accédez au terminal avec le scanner d'empreinte digitale. Donc vous pouvez verrouiller également certaines applications et puis plus gadget peut-être, vous pouvez également prendre des photos. Donc par exemple si vous faites un autoportrait, ça peut être pratique pour éviter d'appuyer sur l'écran, vous appuyez derrière de fait. Vous pouvez par exemple activer la prise d'un appel si vous appuyez dessus, annuler une alarme ou par exemple faire baisser le panneau des notifications en faisant un petit geste dessus, ou encore dans la galerie faire défiler des photos en faisant un geste latéral sur ce scanner. Alors qui dit Nougat dit également multi-window, donc ça c'est quelque chose bien sûr qui est disponible sur ce produit. Pour l'activer, soit vous restez appuyé longuement sur le multitâche et après vous avez vos applications qui s'affichent et vous pouvez les choisir, ça marche bien. Soit vous avez un système avec Knuckle, vous savez, le fait d'utiliser la phalange de votre main, là c'est toujours un peu particulier. Par contre, il faut taper un petit peu fort pour que ça fonctionne. Pas forcément nouveau, mais vous avez une gestion vraiment fine des autorisations. J'ai trouvé ça bien fait. Après, voilà, c'est quelque chose que vous allez trouver sur beaucoup de terminaux aujourd'hui. Mais typiquement, si vous allez dans l'appareil photo, vous pouvez voir toutes les applications qui ont demandé l'accès à l'appareil photo et gérer ça de manière plus fine. C'est assez sympa. Alors en explorant Emotion UI 5.0, je me suis dit mais il n'y a vraiment rien de nouveau, à part quelques trucs dont je vous ai parlé. Je suis quand même tombé sur une fonction qui est pas inintéressante, ça s'appelle les applications jumelles. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien ça concerne que 2 apps. Ce qui est un petit peu réducteur quand même au final, mais ça concerne que WhatsApp et Facebook. Et vous savez que dans ces applications-là, vous ne pouvez pas configurer 2 comptes différents au sein de la même interface. Du coup, si vous activez cette option, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir 2 applications Facebook sur votre smartphone, avec donc 2 paramètres différents, et 2 applications WhatsApp. Ça n'aurait pas d'intérêt d'avoir ça pour Instagram, Twitter par exemple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe déjà un système de multi-compte sur ces applications.
Donc voilà, c'est un système qui est pas mal fait et qui est proposé directement sur le smartphone. Bon, je vais pas rentrer ensuite dans tout ce qui est très très classique, par exemple la prise d'appel, la composition d'un numéro. Si vous voulez écrire un texto, un truc à savoir, c'est qu'en termes de clavier, vous avez SwiftKey qui est préinstallé. Donc si vous aimez ce clavier, bah, ça tombe bien, il est dedans. Vous avez bien sûr un client email proposé par défaut que vous pouvez utiliser ou basculer sur le client Gmail. Vous avez le gestionnaire de téléphone qui permet d'optimiser en nettoyant les fichiers temporaires, en gérant la blacklist, en checkant s'il y a des virus éventuellement sur votre smartphone, ce genre de trucs. Ça, c'est quelque chose de classique. Vous avez également des thèmes, une application santé, ce genre de choses. Comme vous pouvez voir, l'interface n'a pas vraiment évolué depuis les précédentes versions. Ça, c'est peut-être un poil épuré, mais concrètement, on reste sur quelque chose de très très proche de ce qu'on avait avant. Et il serait peut-être temps que Huawei se mette à innover en termes de logiciels. On a eu pas mal de choses ces dernières années, et c'est plutôt cool. Mais maintenant, ça commence un petit peu à se ralentir. Et je trouve que l'interface elle commence à être un petit peu vieillissante. Bon, et d'ailleurs, en parlant d'interface, l'appareil photo, lui, par contre, a subi un lifting, on va dire, assez prononcé. Alors, je sais pas si c'est forcément positif, parce que c'est une interface qui est un peu particulière, je trouve, mais elle fait le boulot. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous avez? De base, vous êtes sur un écran classique, où vous avez des options à gauche, vous faites un glissement vers la droite, vous avez les modes, et vous remarquez peut-être la typographie qui est un peu particulière, un petit peu carrée, et qui n'est visible à aucun autre endroit sur le smartphone. Donc niveau cohérence esthétique, c'est pas vraiment ça, mais après il y a peut-être un truc avec Leica, je sais pas, j'ai pas suivi forcément. Et dans les modes, après vous avez monochrome, le fameux monochrome qui utilise le capteur monochrome. J'en reparlerai un tout petit peu après, vite fait, il n'y a pas grand chose à dire. Des modes HDR, embellissement, cliché nocturne, light painting, etc. C'est vraiment le grand classique. Et si vous swipez vers la gauche, vous pouvez régler la définition de l'image, l'étiquette GPS, grille de compo, etc., etc. Classiquement, vous avez un mode qu'ils appellent le mode Pro. C'est ces petits éléments que vous ramenez et qui va vous afficher quelques options. Et puis vous pouvez basculer en mode vidéo en appuyant sur l'icône qui concerne cette option. Et vous pouvez filmer jusqu'en UHD. Côté performance, il n'y a pas grand chose à dire. On a un smartphone qui est quand même bien équipé, de haut de gamme. Il tourne très très bien, que ce soit dans l'interface, que ce soit en jeu. J'ai testé sur un jeu qui s'appelle Suicide Squad, qui est assez peu optimisé, finalement assez mal optimisé. Et il tournait très 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 bien. Donc concrètement, vous n'aurez aucun souci avec ce produit en termes de performance. Pour ceux qui sont intéressés sur AnTuTu 6.2.7, on est à 124 000 points. Geekbench Multicore, 5639 points. Et sur Slingshot Extreme 3D Mark, on est à 2067, c'est plutôt des bons scores. Point intéressant, l'autonomie. On a une batterie de 4000 mAh et on a une relative petite définition d'écran Full HD. Comme je vous disais, il y a certains concurrents qui vont proposer en haut de gamme, à ce tarif-là d'ailleurs, des définitions plus élevées sur des affichages, même inférieurs en termes de taille. Donc on peut s'interroger sur la pertinence d'avoir du Full HD. À la fois, moi ce que je vous disais, c'est que d'un, ça se voit pas, vraiment, que c'est du Full HD, c'est pas gênant. Et de deux, encore plus important, ça a un impact qui est vraiment positif sur l'autonomie du produit. Concrètement, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'en utilisation du quotidien, semi-intensive, voire intensive, vous avez 1 jour et demi d'autonomie. Alors 1 jour et demi c'est un peu bâtard parce que concrètement vous arrivez à votre journée d'autonomie, le lendemain il vous reste un petit peu aussi, vous pouvez faire une demi-journée voire un peu plus, mais faire 2 jours complets, là par contre il va falloir plutôt avoir une utilisation plus légère, mais au final c'est quand même pas mal du tout, on a une journée et demie à 2 jours en fonction de votre utilisation, moi ça me convient. Bon alors, et côté photo et vidéo ça vaut quoi parce qu'on a ce partenariat Leica. Est-ce que c'est intéressant? Bon, moi là-dessus, je vais aller droit au but. Sur le P9, qui était en fait le premier produit de chez Huawei qui montrait ce partenariat avec Leica, j'ai pas trouvé ça bluffant du tout. C'était pas mauvais, mais c'était pas aussi si bien que ça par rapport à la hype que Huawei avait mis autour du produit et de ce partenariat avec Leica, qui en plus s'est avéré être qu'un système de branding quasiment. Enfin, je veux pas dire de bêtises, mais j'ai pas vraiment l'impression que Leica fasse quoi que ce soit de bien concret. Bon, quoi qu'il en soit, 2 jours, moi ce que j'ai constaté en photographie, c'est que le focus se faisait bien, se faisait rapidement. On a un assistant laser et ça a l'air de bien marcher.
même de très très près, donc ça c'est bien, vous allez pouvoir prendre des photos macro, c'est agréable. Les couleurs sont plutôt fiables et la balance des blancs s'en sort généralement bien. Par contre là où ça pose problème, c'est dès que la lumière tend à diminuer. Et alors là je vous parle pas forcément de pleine nuit, je vous dis simplement dès qu'il y a moins de lumière, donc par exemple en intérieur, même la journée. À partir du moment où ça manque un peu de lumière, on a une image qui est un peu plus bruitée, on a du mal à avoir un cliché net, même si c'est possible, c'est pas toujours le cas malheureusement, il y a un côté un peu inconsistant. Les couleurs sont moins fiables, la balance des blancs est moins fiable également. Donc c'est un produit qui finalement s'en sort pas mal de jours en photo, c'est pas trop mal, mais qui pêche réellement dès qu'il manque un petit peu de lumière. Et de nuit complète, c'est vraiment compliqué, mais bon ça, tous les smartphones sont concernés ou presque. Côté vidéo, moi j'ai testé en UHD, et au final, on a une image qui est vraiment très très nette. Le son enregistré est bon, les voix sont bonnes, il n'y a pas beaucoup de souffle, donc ça c'est plutôt agréable. J'ai testé en extérieur, on entend quand même beaucoup le vent, mais ça c'est un classique hein, sur les smartphones, les micros sont pas protégés. Le focus est rapide, il se fait au doigt, donc c'est pas forcément pratique, mais ça permet quand même de cibler vraiment sa mise au point. Et là pareil que pour la photo, de près ça marche aussi, et ça c'est agréable. Le zoom est pas mal, il fonctionne assez bien, l'image est globalement belle. J'ai remarqué quand même qu'on avait un effet jello sur les côtés, sur les extrémités de l'image qui était légèrement présent, je sais pas exactement pourquoi. Mais voilà, ça c'est une petite déformation sur les extrémités, mais c'est pas forcément grave. Quand il manque de lumière, bon bah c'est un petit peu plus compliqué, l'image est un peu bruitée, mais moins qu'en photo. En fait, ça rend pas si mal pour de la vidéo. On a une balance des blancs qui s'en sort assez bien, on a un focus qui est plutôt efficace, et au global je dirais simplement que je suis un peu plus séduit par la qualité vidéo sur ce Mate 9 que par la qualité photo. J'en ai pas vraiment parlé, mais oui, ce système de capteur monochrome, il permet de prendre de belles photos en noir et blanc, avec de beaux détails, etc. Mais j'ai fait un test, pour être tout à fait honnête, j'ai fait un test de prendre une photo capturée avec le capteur principal et de la passer en noir et blanc dans Photoshop. Personnellement, à l'œil nu, je vois pas la différence. Donc par rapport à ça, voilà. Maintenant, ce capteur, il est censé apporter quoi? Il est censé apporter une image un petit peu plus avec un peu plus de peps, un peu plus de contraste, qui permet de bien faire ressortir les éléments de l'image, parce que on a ce capteur noir et blanc, enfin bref, et ils le mettent vachement en avant. Le problème c'est que si vous voulez, on a du 20 mégapixels pour le capteur RGB et du 12 pour le capteur monochrome. À quel point ils arrivent à réellement bosser ensemble, j'en sais pas grand chose, mais a priori ça fait pas un résultat qui est spécialement bluffant. Moi je trouve qu'il y a quand même un moment où quand le marketing prime par rapport à ce qui est délivré réellement, eh bien c'est pas très intéressant. Et là pour le coup, ok, il y a deux optiques, ok c'est brandé Leica, mais moi derrière quand je prends une photo, quand il manque un tout petit peu de lumière, et le résultat est quasiment dégueulasse et je trouve pas ça normal. C'est parti pour la petite conclusion sur ce Mate 9. Au final, on a quoi? On a un design réussi, même s'il est pas original du tout. Il est bien fini, il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'aurais bien aimé quelque chose de nouveau, on l'a pas. Bon, tant pis. On a un bel et grand écran, malgré le Full HD, ça c'est plutôt sympa tout de même. Une interface et des fonctions qui sont intéressantes, on a quelques nouveautés, rien de fou, mais ça fait le boulot. On a une bonne autonomie sur ce produit, de bonnes performances et une qualité vidéo qui est pas mauvaise du tout. Du côté des points négatifs, moi ce que je dirais simplement c'est que c'est un produit de 6 pouces, donc c'est un produit encombrant. C'est pas vraiment un point négatif, puisque quand vous achetez un produit de 6 pouces par définition, vous savez que son écran fait 6 pouces. Mais c'est à prendre en compte tout de même. Et puis cette qualité photo qui est pas incroyable, notamment de nuit. Donc en fait il n'y a pas beaucoup de points négatifs sur ce produit. Il est bon sur ce qu'on demande à la plupart des smartphones aujourd'hui. Mais moi ce que j'aimerais bien, à la limite je devrais intégrer ça si vous voulez dans ma notation, c'est avoir les points positifs, les points négatifs et les points un peu waouh entre guillemets, les points où je me suis dit waouh ça c'est vraiment bien. Et en fait sur ce produit il n'y a rien où je me suis dit c'est vraiment bien. Il y a des trucs sympas, mais on a beaucoup d'éléments recyclés de l'année dernière, on a quelques petites nouveautés mais rien de vraiment bluffant. Donc c'est un bon smartphone, voire un excellent smartphone. Attention toutefois à la qualité photo qui est pas si exceptionnelle que ce que Huawei a envie de mettre en avant, mais au global il s'en sort vraiment bien sur la plupart des points, pour quand même un tarif qui est pas anodin, 650, 700 €, c'est pas rien. Donc voilà, si aujourd'hui vous recherchez une phablette, on appelle ça des phablettes même si c'est un terme que personne n'utilise je crois encore, mais un grand smartphone avec un grand écran, une bonne autonomie, une bonne performance, etc. sous Android, eh bien peut-être que ce produit est pour vous, si bien sûr vous avez les moyens.
Voilà, ce sera tout pour mon test du Mate 9 de Huawei. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Si vous voulez acheter le produit, je vous ai déjà dit, il y a un lien dans la description. Et en plus, si vous achetez avec le lien dans la description, ça me file un coup de main. Donc ça, c'est toujours bien. Pensez aussi à vous abonner si c'est pas encore le cas. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!